Aujourd'hui, ça va saigner. On part à Azincourt pour parler d'une bataille qui a eu lieu en 1415 entre les Français et les Anglais. Alors, aiguisez vos épées, tendez les cordes de vos arcs, préparez vos chevaux. Il y a du métal, du sang, de la boue et de la pluie. On va bien s'amuser. Salut à tous et bienvenue dans le podcast La Source. Moi c'est Franck et je suis un passionné de lecture. Je suis toujours à la recherche du bon bouquin, je suis toujours à la recherche du bon article, du dernier livre qui va pouvoir m'aider dans mon quotidien, qu'il soit professionnel ou qu'il soit personnel. Et parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, parce qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue, on a besoin de limiter le nombre de lectures qu'on fait. On a besoin de se reposer sur un nombre de ressources qui sont fixes et qu'on va revisiter dans le temps. Le but, c'est de remonter à la source, de trouver les 20 livres de référence pour être meilleur professionnellement, être meilleur personnellement, mentalement, physiquement. Alors bienvenue dans cette aventure, bienvenue dans la source. Alors, vous imaginez la scène. On est deux armées face à face. Il pleut depuis des jours. On a d'un côté, dans le coin droit, l'armée française. Tous les nobles du royaume se sont rassemblés pour aller bouter les Anglais. Ils ont des belles épées, ils ont des belles armures, elles sont flambant neuves, elles brillent. Il y a des cavaliers, des arbalétriers, des personnes à pied, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a 10 000 hommes ou un peu plus qui sont amassés là pour aller se faire de l'anglais. Et puis en face, on a une petite armée d'Henri V qui se baladait en France et qui est sur le chemin du retour pour rentrer en Angleterre et qui est empêché par l'armée française de passer la Manche. Les Anglais, eux, ils ont froid, ils ont faim, ils sont tous malades, ils ont des archers, donc des longbowmen, donc c'est des archers avec des grands arcs, si on peut dire ça comme ça. C'est une armée de mercenaires un peu crasseux, un peu pouilleux, qu'ils ont trouvé dans des pubs. Le décor est planté, on est donc à Azincourt. Le champ de bataille, c'est entre deux forêts. Et c'est Jean Telet qui nous raconte l'histoire de cette défaite horrible que va subir l'armée française. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi en apprendre un peu plus sur les raisons de cette défaite et essayer de les transposer à ce qui pourrait être des cas, on va dire, plus actuels et des cas qui pourraient nous concerner d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, et d'en tirer justement les enseignements. Alors rapidement, Jean Telet, c'est un romancier. Il n'est pas un historien au sens où on l'entend. En revanche, c'est un romancier qui partage, en tout cas qui écrit sur des faits historiques de manière assez régulière, et notamment la bataille d'Azincourt fait partie de ses ouvrages. Il y en a certains autres qui ont été écrits autour de faits réels, le magasin des suicides, le Montespan, etc. Sa particularité, c'est que quand il nous écrit une histoire de ce type-là, on a forcément le contexte historique avec les vrais personnages, avec ce qui s'est réellement passé, avec les vraies conséquences, les rebondissements. Et il rajoute aussi son style qui est parfois un peu cru, qui est parfois vulgaire ou parfois très informel. Et là, vraiment, dans Azincourt, on a les pieds dans la boue, on a la pluie qui nous tombe dessus, on voit les, les entrailles des personnes qu'on découpe en face à nous. Enfin voilà, c'est vraiment, par moments, un peu gore, un peu crado. Mais c'est le style Jean Telet que je connaissais pas du tout avant et que j'ai appris à découvrir avec ce livre. Alors déjà, pourquoi ce livre est intéressant? La première chose, déjà Jean Telet, il voulait déconstruire un peu le mythe de la chevalerie. On va y revenir juste après. Et que surtout, la défaite d'Azincourt, c'est pas vraiment une défaite qui est due au hasard, mais c'est surtout une succession de choix, de mauvais choix, de mauvaises interprétations qui a été faite par l'armée française. Et les Français, en fait, ont perdu tout simplement parce que ils n'ont pas su s'adapter. Ils n'ont pas su changer leur état d'esprit. Ils sont restés bornés, butés sur un schéma standard. Et ils ont donc perdu. Alors que les Anglais, eux, les Anglais, ils étaient dos au mur, ils avaient rien à perdre. Et ils ont essayé de trouver des solutions pour se sortir de cette passe-là. Et on y reviendra un peu plus tard. Et c'est certainement des choses qui vous arrivent, qui peuvent vous arriver régulièrement. On parle parfois du côté de la surpréparation, de l'analysis paralysis, comme disent les Anglais, ou pour un projet, on veut exactement tout savoir, tout cadrer, tout mapper, donc on crée une structure, on crée
des contraintes tellement énormes que le projet est déjà mort dans l'œuf. Ça me fait penser aussi à un épisode dont on a parlé qui s'appelle Shape Up, où cette méthode-là, c'est justement un concept d'agilité, un concept d'adaptabilité en fonction des différents contextes, des différentes contraintes que l'on va rencontrer au fil d'un projet. Mais non, souvent, quand on lance un projet, on est de déjà terminer, ou en tout cas, on veut déjà atteindre on veut déjà avoir la solution avant même d'avoir commencé, avant même de s'être confronté au terrain, de s'être confronté au marché, si je peux dire. Et donc, on termine avec ce projet, avec quelque chose de très lourd, très cher, inflexible, comme l'armée française, qui peut se faire étaler en quelques secondes par, à l'inverse, une armée, une solution, un processus qui est beaucoup plus adaptable et beaucoup plus flexible par rapport aux contraintes et par rapport à la réalité du terrain. Donc il y a plusieurs choses qu'on va partager dans ce sujet-là. Et notamment, moi, ce qui me fait plaisir en lisant ce livre, c'est qu'il y a un lien entre Jean Telet, entre la bataille d'Azincourt et Sun Tzu, l'art de la guerre. Je trouvais qu'il y avait aussi un côté Sun Tzuesque à Jean Telet, à ce qu'il nous partage, et en tout cas aux enseignements que cette bataille d'Azincourt nous donne, puisque derrière on a le management de l'ennemi, de la compétition, on a la gestion du terrain et les contraintes du terrain et comment elles sont intégrées dans la stratégie et dans la tactique. Et on a le côté gestion des hommes, gestion de ses propres ressources et de ses propres équipes. Donc on va faire des parallèles entre Jean Telet et entre Sun Tzu. Pour vous donner un peu de contexte et un peu d'informations supplémentaires sur la bataille, en fait, les deux armées se rencontrent, en tout cas s'attendent la veille. On a d'un côté les Anglais qui sont malades, qui ont froid, qui sont tous crasseux, qui sont sales et qui ont peur parce qu'en fait, quelques heures avant, les Français leur ont signifié qu'ils ne feront pas de prisonniers, qu'ils ne les laisseront pas passer. Et peu importe les négociations que Henri V avait voulu faire avec les Français pour pouvoir rentrer tranquillement en Angleterre, les Français lui ont dit que nenni, on va tous vous exterminer. Donc il faut avoir en tête que les Anglais, eux, on est face à une armée qui est beaucoup plus puissante que nous, on va se faire exterminer, on n'a pas de porte de sortie, et ça c'est un point intéressant dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Sun Tzu, il indique de toujours laisser une petite porte de sortie à l'ennemi pour pas qu'il soit dos au mur. Laisser une porte de sortie à l'ennemi, ça peut permettre de gagner la bataille, de gagner le combat, alors que le bloquer dans un coin peut lui donner des forces supplémentaires pour s'en sortir, puisque en fait, c'est soit la mort, soit la bataille. Et donc il va choisir la bataille et se battre d'autant plus fortement. C'est exactement une des erreurs que l'armée française aura faites à ce moment-là, c'est de dire que de toute façon, vous ne passerez pas, on va vous exterminer, donc autant aller à la bataille. Donc, déjà, ce manque de clémence est un point qui va porter préjudice à l'armée française au sens là. Ensuite, il y a deux salles, deux ambiances. L'armée anglaise n'a forcément pas grand-chose à manger, ils sont sur le retour, donc ils sont un peu à bout de force, à bout de souffle. Là où l'armée française, eux, ils viennent confiants, peut-être trop confiants d'ailleurs, pour aller exterminer de l'anglais. Et donc on a tous les nobles du coin de France et de Navarre, du coin proche ou de plus loin, qui viennent et qui font la fête avant cette bataille. Donc avant cette bataille, eh ben, on mange beaucoup, on boit beaucoup, parfois trop, et ça se ressentira le lendemain, mais il y a une confiance et un excès de confiance par l'armée française qui fait son banquet à la Astérix, comme si c'était fini, déjà comme s'ils avaient gagné la veille de la bataille. C'est la fête, on boit du vin, on est vraiment très très confiant. Ici, il y a clairement un manque de vigilance, une complaisance qui est caractéristique, en tout cas ici, de cette armée française. À tel point que le lendemain, en fait, certains sont complètement bourrés encore de la veille. Ils ont du mal à rentrer dans leurs armures, ils ont du mal à monter sur leurs chevaux. Donc, on a la fine fleur de la chevalerie qui n'est pas à 100%, n'est pas à son meilleur niveau, puisqu'ils sont tous soit en gueule de bois, soit encore complètement pétés de la veille. On n'a pas une armée aussi prête que cela, et donc elle n'est pas aussi lucide, et donc pour faire des choix, c'est pas forcément des choix stratégiques et s'adapter, c'est pas forcément pratique. Le deuxième point, c'est que ces armées, elles ont été conçues et elles se basent en fait sur des règles et des principes, presque des dogmes. C'est que c'est des gens en armure. Les armures, elles pèsent 40 kilos. Les chevaux sont eux aussi en armure. Pour hisser les chevaliers sur leur monture, il faut des poulies, des grues.
il faut de l'aide, donc tout ça est lourd, tout ça est lent. En tout cas, bien que ce soit puissant, ça reste assez inflexible. Et donc, on a des gens, des nobles qui sont là à comparer leurs armures, laquelle est la plus belle, laquelle brille le plus, laquelle a été faite avec le plus de moyens, laquelle est la plus chère. Mais ils sont impossible pour eux de se bouger tout seuls. Donc, une fois qu'ils sont sur leur cheval, ça s'arrête là. Là où en face, les Anglais, eux, ils ont pas grand-chose. Hein. Ils ont pas d'armure, ils sont en haillons, quelques arcs, et ça s'arrête là. Le troisième point qui va aussi être une conséquence intéressante, c'est qu'on oublie de prendre en compte le terrain. Ça fait plusieurs jours qu'il pleut, donc le terrain, c'est devenu quasiment des sables mouvants en fait. Hein. Il y a de la boue partout. Imaginez que la terre, elle a bu l'eau pendant des jours et des jours. Donc c'est pas une belle prairie bien plane, bien sèche, bien dure. Non, là c'est un champ complètement englué dans la boue. L'eau a pénétré partout, elle s'écoule dans le champ, et c'est le champ de bataille sur lequel va avoir lieu justement cette bataille d'Azincourt. Pourquoi c'est important tout ça? Parce qu'en fait là on voit deux choses. Le premier, c'est vraiment le côté rigidité, foi dans les outils. Notre armée française a des outils rigides, qui pèsent lourd, qui mettent en avant le statut social, mais qui sont adaptés à une certaine vision, en tout cas de la guerre médiévale à l'époque. À côté de ça, on a aussi des contraintes du terrain qui ont changé. Le terrain n'est plus adapté à ces armées lourdes et rigides. Et pourquoi? En fait, ce qui est ridicule, finalement, c'est que pendant quelques instants, avant de lancer l'assaut, en fait, personne ne veut vraiment lancer l'assaut d'ailleurs, entre le jour de la bataille, donc les deux armées se font face. L'armée française attend, voir ce qui se passe, reste à distance des archers anglais qui, eux, n'avancent pas. Et donc, toute une partie de la bataille d'Azincourt, au début, c'est des personnes qui attendent. Sauf qu'à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que aussi il y a le côté de confiance, en tout cas d'excès de confiance de l'armée française, fait que tous les nobles veulent être au premier rang, puisqu'en fait c'est un honneur d'être au premier rang, d'être aux premières loges pour aller attaquer l'ennemi. Donc en fait tous les nobles se bousculent, et donc on a en première ligne l'ensemble des nobles où il n'y a pas assez de place pour qu'ils soient tous ensemble, donc ils sont très serrés. On rajoute encore de l'immobilisme, de l'immobilité, de la rigidité à une armée qui est déjà constituée d'hommes en armure lourde et difficile à bouger. En tout cas, elle a beau être puissante, elle n'est pas très rapide, pas très flexible. Et donc, on a une ligne de nobles qui se font la guerre entre eux pour essayer d'être les premiers à arriver, donc d'être devant, d'être les leaders, sur des chevaux lourdement harnachés, dans des armures qui pèsent 40 kilos, sous une pluie qui ne s'arrête pas, et les pieds dans la boue. Et là, tout le monde attend et se regarde, se joue. À tel point que, en fait, ils attendent tellement longtemps que le moment où ils veulent lancer leur attaque, les Français, ils se rendent compte qu'ils ont la boue jusqu'aux genoux et qu'ils n'arrivent plus à avancer. Donc, ils sont coincés. Ils ont oublié, en tout cas, ils n'ont pas pris en compte le changement des conditions, le changement du terrain. Il a plu, on est dans la boue les a scotchés, collés, absorbés quasiment. Et aujourd'hui, ils sont coincés. Donc, on a une armée, la fine fleur de l'armée française, qui est coincée dans la boue jusqu'aux genoux et qui n'arrive plus à avancer ni à bouger. Et c'est là que, en fait, le massacre va commencer, puisque, en fait, à la fois, on a les Anglais qui vont commencer à avancer, à tirer leurs flèches. Et puis, on a une armée française dont la première ligne est composée de nobles et complètement coincée, n'arrive pas à avancer puisqu'elle est bloquée, donc elle peut pas se défendre. Et toute l'arrière-garde et la partie arrière constituée par l'armée française, elle a envie de se battre, donc elle pousse. Donc l'armée française se retrouve pris en étau entre une armée anglaise qui tire des flèches et qui commence à décimer les premières lignes, et l'arrière-garde qui pousse pour aller à la bataille. Et en fait, là, on entasse des corps les uns sur les autres, des morts les uns sur les autres. Les nobles, ils meurent dans leur armure parce qu'ils n'arrivent pas à bouger. Ils tombent dans la boue, ils meurent noyés dans la boue. Ils s'empilent, et donc en fait, c'est là que la catastrophe commence, et c'est ce qui va mener le poids des morts jusqu'à peu près, donc il y a 10 000 morts apparemment qui sont passés pendant cette bataille d'Azincourt. Tout ça pour deux raisons. La première, c'est le fait de ne pas avoir eu la possibilité, et en tout cas la présence d'esprit, d'adapter cette stratégie au contexte, parce qu'on est resté sur des dogmes, qui est une armée, c'est une armée avec des principes de la chevalerie, où on va en armure,
on va à cheval, en première ligne, etc., etc. Donc, les Français sont restés bloqués sur des principes qui étaient non adaptés à un terrain qui a, lui, évolué. Et face à une armée anglaise qui, elle, en fait, elle était dos au mur. Donc, en fait, leur seul choix, ils avaient plus plié à ces principes de la chevalerie. Non, eux, c'était la survie coûte que coûte. Ils allaient utiliser tous les moyens qui étaient bons pour le faire. Donc, l'excès de confiance aveugle et en tout cas embrume la prise de décision. Je fais la fête la veille parce que je suis super confiant. J'arrive le lendemain, j'y vois pas trop clair. Je reste sur mes principes et mes dogmes qui sont la lourdeur, l'inflexibilité, la rigidité, que ce soit dans mon matériel, dans ma façon de faire, dans mes processus, à tel point que je suis bloqué. Et au-delà de ça, j'ai la contrainte du terrain qui vient me rajouter une couche supplémentaire, montre que ma façon d'opérer ne fonctionne pas sur ce nouveau terrain, sur ce nouveau marché, sur ce nouveau champ de bataille. Et en fait, je suis bloqué, coincé, je ne peux pas avancer. Je suis pris en tenaille et l'armée française, elle se fait complètement décimée à ce moment-là. Finalement, la défaite à Azincourt nous montre plusieurs choses. L'importance de s'adapter aux nouvelles données d'entrée, de les prendre en compte et surtout de les écouter parce que bon, ils ont tous vu qu'il pleuvait, hein, mais ils n'ont pas eu la présence d'esprit de se dire que ça allait changer la donne de la bataille. Et en ne prenant pas en compte ces données d'entrée, ils se sont reposés sur des principes qui étaient déjà obsolètes, leurs principes de chevalerie. Il y a une citation que j'ai adorée dans la bataille d'Azincourt, c'est la discussion entre Henri V et son maréchal avant la bataille. Donc le maréchal lui dit « Les temps changent, sire ». Et Henri V lui répond « Oui, mais pas la chevalerie française ». Et c'est exactement la raison pour laquelle ils ont perdu, c'est qu'ils n'ont pas pu changer. L'autre point en revanche, c'est l'agilité anglaise. Donc le problème, c'est que les Anglais sont dos au mur. Les Anglais doivent se battre et potentiellement gagner, même si leurs chances à la base sont faibles, ou simplement mourir, puisque c'est le seul sort que les Français leur ont laissé. Pour ce faire, ils ont donc changé un peu les règles du jeu. Ils l'ont vraiment fait à l'anglaise, pour le coup, comme d'habitude. Ils ont utilisé donc ce qu'on appelait les grands arcs, les longbows. Et à l'époque, dans la chevalerie, c'est une arme qui était considérée comme déloyale, notamment par la chevalerie française. Donc le longbow, c'est une arme qui n'est pas digne d'être utilisée. En fait, c'était leurs seules options. Se battre à la régulière, c'était perdre. Leur objectif n'était pas de se battre à la régulière. Leur objectif, contrairement aux Français, c'était pas de montrer, en tout cas, de valider un statut, celui de chevalier, d'être de se battre dans les règles de l'art. Leur objectif, c'était la survie et c'était de rentrer. Leur objectif, c'était d'avancer, c'était de gagner. Donc, ils ont gagné en se focalisant sur le résultat, peu importe la manière, finalement. On a des Anglais malades, des Anglais affamés, des Anglais en infériorité numérique. Ils ont dû s'adapter et innover pour gagner. Et c'est grâce à ces grands arcs, à ces arcs et à cette stratégie qu'ils vont justement gagner, en plus des mauvais choix et de la mauvaise tactique française, puisque les arcs permettent d'avoir une fréquence de tir qui était importante pour l'époque. On parle d'une dizaine de flèches ou plus par minute. Et donc, on industrialise vraiment la mort, l'attaque à laquelle fait face une armée française qui, elle, je vous rappelle, elle est bloquée dans la boue jusqu'au genou, donc elle peut rien faire, mis à part se prendre des flèches sur la tronche. Donc finalement, ici, on se retrouve, si on fait le parallèle, avec un marché, le champ de bataille. On se retrouve dans un contexte professionnel, dans un contexte de marché, justement, où on a deux entreprises. Une entreprise qui a des grands principes, qui a sa manière de fonctionner, qui a de l'expérience, qui a déjà gagné beaucoup de batailles, qui a déjà un track record important. Et on a les Anglais qui sont les petits nouveaux qui arrivent, qui sont pas très bien équipés, qui doivent bricoler avec ce qu'ils ont et qui n'ont pas le choix, si ce n'est la survie. Et ils ont utilisé un hack technologique, en l'occurrence ici, l'arc, pour complètement changer, complètement disrupter un modèle qui était le modèle de la chevalerie à l'ancienne. On retrouve en fait un peu un parallèle entre le côté rigide des grandes entreprises et le côté plus flexible, plus adaptable des entreprises de taille plus petite. Donc ça nous montre une leçon importante, je trouve, en tout cas dans ce livre. C'est qu'il faut pouvoir, en tout cas, s'adapter à son terrain, s'adapter aux circonstances, se remettre en question et arriver préparé.
La défaite de la bataille d'Azincourt, elle a plusieurs facteurs. Le premier facteur, déjà, c'est la mauvaise préparation avant une bataille. C'est pas parce qu'on a une petite bataille, un petit combat, et c'est pareil dans le sport, hein, c'est pareil dans les arts martiaux. Venir trop confiant, on n'est pas à l'abri qu'on perde le combat, qu'on perde le match. Être trop confiant favorise la mauvaise préparation. Et donc la surprise face à un adversaire qui va être plus agressif, qui va avoir quelques faveurs du terrain, quelques faveurs contextuelles. Donc l'impréparation, l'excès de confiance collective, hein, puisque ici c'est vraiment le leadership de la noblesse et de la chevalerie française qui est en défaut et qui n'a pas su mettre le niveau d'urgence suffisant et le niveau d'attention suffisant à l'ensemble de son armée. Donc déjà, impréparation, excès de confiance avant une échéance cruciale. Le deuxième point, c'est là encore dans la préparation, mais dans l'adaptation, le fait de ne pas prendre en compte les nouveaux paramètres d'entrée, en l'occurrence ici la pluie, le terrain, de ne pas préparer suffisamment le contexte, en tout cas de ne pas être suffisamment informé sur le contexte, de ne pas avoir les points de données, de ne pas avoir étudié suffisamment le terrain avant de se lancer dans une bataille. Combien de fois on lance un projet, un peu à l'intuition, à l'instinct, parce qu'on a l'impression que c'est une bonne idée, et puis on n'a pas fait le travail. On n'a pas fait son business plan, on n'a pas identifié les zones d'ombre, les zones de risque, les zones inconnues, en fait, qu'on pourrait avoir, et dans lesquelles on va s'empêtrer. Vous lancez une application mobile, une application web, vous n'avez pas réfléchi aux connexions de données, aux flux de données, vous n'avez pas réfléchi à l'impact que ça va avoir, que cette feature va avoir sur l'ensemble des autres, vous allez créer de la dette, quel est son impact. En fait, bien souvent, on se repose justement sur nos grands principes, sur notre expérience pour relancer un projet, pour relancer une bataille, et on ne regarde pas les points de données, on ne regarde pas le contexte qui a changé, on ne regarde pas le terrain qui a évolué. Et c'est la deuxième erreur de l'armée française, c'est de ne pas avoir pris en compte la pluie, de ne pas avoir pris en compte l'effet de la pluie sur le terrain, et aussi de ne pas avoir pris en compte le dernier point que le terrain il était un peu en entonnoir, et que quand on a une grande armée, arriver en entonnoir, ça fait qu'on est moins mobile, qu'on est entassés les uns sur les autres, qu'on est donc bloqué. Et finalement, l'autre leçon, la leçon positive, est du côté anglais, puisque eux, les Anglais, malgré la période difficile qu'ils ont vécue, ils étaient sûrement peur de cette armée française. Mais ils ont eu une opportunité lorsque leur adversaire s'est trouvé coincé. Ils ont gagné en confiance, ils ont capitalisé sur cette confiance jusqu'à massacrer l'ensemble de l'armée grâce à leur méthode qui ne respectait pas les principes mais qui s'adaptait justement au terrain, qui s'adaptait à la situation. Ils ont su rester ouverts, déjà parce qu'ils n'avaient pas forcément le choix. Ils ont alors c'était pas forcément voulu, mais ils ont ce qu'on appelle brûler les vaisseaux. C'est une stratégie, c'est que brûler les vaisseaux, c'est j'accoste à un endroit, je brûle mon bateau et puis comme ça je peux pas revenir et je suis obligé de m'en sortir là où je suis. Donc si vous déménagez à un endroit et que vous vendez votre maison, voilà, je pars de France, je vais aux États-Unis, je vends ma maison et je reste avec aucune attache en France. C'est une sorte de stratégie de brûler les vaisseaux pour être obligé de réussir dans la stratégie, en tout cas dans le nouveau contexte dans lequel on se trouve. Ici, c'est les Français qui l'ont forcé à faire, mais ils étaient obligés de réussir. Obligés d'innover pour s'en sortir. Ce qui laisse un petit brin d'espoir, c'est pas parce qu'on est plus petit, c'est pas parce qu'on a moins d'expérience que l'on est voué à la défaite. Les contraintes du terrain changent, savoir les écouter est un élément clé pour pouvoir réussir, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir gagner une bataille, défaire sa compétition, défaire son adversaire. Et finalement, c'est à la fin qu'on fait les comptes. Donc finalement, je trouve que ce livre apporte une perspective au-delà du côté historique qui est intéressant, et il montre aussi comment on peut aborder les batailles quotidiennes, qu'elles soient dans notre entreprise, mais qu'elles soient aussi personnelles, et de lâcher un peu de lest sur les dogmes et sur les principes, les grands principes qui nous dirigent. Il faut savoir se remettre en question, être capable de composer avec les contraintes du terrain et les contraintes qui sont changeantes. Donc posez-vous la question, vous, aujourd'hui, quelles sont les contraintes extérieures que vous avez ignorées, que vous ne voulez pas regarder? Est-ce que c'est un budget? Est-ce que c'est des comportements dans les membres de vos équipes? Est-ce que c'est plutôt côté client? Est-ce que c'est du côté de vos fournisseurs? Quelles sont un peu les
les contraintes qui vous aveuglent, les signaux, et la pluie que vous évitez de voir, la boue qui est en train de se constituer, qui risque de vous engluer dans le futur, ouvrir sa perspective aux nouvelles contraintes du terrain, remettre en question son fonctionnement en fonction justement de ces nouvelles contraintes et s'assurer que la stratégie que l'on a mis en place, elle correspond à ces nouvelles données. Finalement, le but, c'est de rester adaptable, d'être extrêmement bien informé, pouvoir prendre les bonnes décisions et de se préparer au maximum de ce qu'on peut faire avant une bataille, avant une échéance. Je pense que c'est ça les trois grandes leçons que l'on peut tirer de la bataille d'Azincourt. Au-delà de ça, un livre excellent, un style dur, rugueux et un peu trash par moment. Mais je trouve que ces récits de chevalerie, ces récits de bataille nous apprennent toujours quelque chose d'un point de vue personnel, notamment quand on analyse les raisons d'une victoire ou les raisons d'une défaite. Écoutez, moi j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre. Si vous voulez plus de livres autour de batailles, autour de grands combats de ce monde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis d'ici là, faites attention à la pluie, regardez bien autour de vous, n'hésitez pas à changer vos stratégies et vos tactiques parce que l'enjeu, c'est d'avancer, l'enjeu, c'est le résultat. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau livre. Ciao.